Abdoulaye Bathily sur site et vous l'entendrez dans ce journal. Nous irons également à Matam où le maire de la ville a mis à la disposition des personnes affectées 2 pirogues et d'autres secours. Autosuffisance en légumes au Sénégal, c'est le souhait des autorités en charge de l'agriculture. Nous irons dans la zone des Niayes et puis nous parlerons du déficit d'enseignants dans certaines localités du pays, notamment sur l'île à Morphil. Et enfin, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation difficile du secteur des bâtiments et travaux publics à la mise en onde à l'UNBA. Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, pose les conditions d'un face-à-face avec son successeur Ousmane Sonko, qui lui a lancé un défi il y a quelques jours pour qu'il discute et débatte et croise le fer sur un certain nombre de thèmes. Le Premier ministre avait confirmé son accord à travers sa mandataire, Zahra Iyane Thiam, dans un post sur les réseaux sociaux ce matin. Il pose les conditions d'un éventuel débat. Mohamed Ali Mouba en direct dans ce studio. Oui, Amadou Ba qui confirme clairement l'acceptation du débat avec Ousmane Sonko sur sa page Facebook. L'ancien Premier ministre dit prêt à la discussion. Oui, discuter avec le leader de PASTEF seulement Souleymane. Il s'empresse de poser quelques conditions préalables avant la tenue de ce face-to-face. 1. Mettre à sa disposition les rapports évoqués par Ousmane Sonko et rendre aussi public 2. Les échanges entre le Premier ministre qu'il était, lui Amadou Ba, et les ministres concernés par les allégations d'Ousmane Sonko. Par rapport d'audit, il faut entendre Souleymane, les rapports d'audit des finances publiques réalisés par l'IGF, rapport, vous le savez, en cours de certification par la Cour des comptes. Ce n'est pas tout. Le Premier ministre élargit aussi le spectre du débat au-delà des sujets économiques et de gestion des finances publiques proposés par Ousmane Sonko. Vous le savez, Amadou Ba veut discuter de tout, économie, finances publiques, pouvoir d'achat, liberté publique, institutions, justice, ressources naturelles, inondations, éducation, etc. Ce qui rend Souleymane de moins en moins probable un débat dans les délais en tout cas fixés par Ousmane Sonko. Mohamed Ali Mouba en direct dans ce studio. Les inondations justement à Bakel et cette visite du professeur Abdoulaye Bathily, une visite pour exprimer sa solidarité aux sinistrés de ce département dont il est lui-même originaire. Ce n'est pas pour autant une surprise. On écoute Abdoulaye Bathily. Ces inondations, cette catastrophe, suscité une vive émotion parmi tous les citoyens sénégalais et au-delà. Je suis aujourd'hui à Yafera, qui est un des villages les plus touchés par cette catastrophe. Je suis venu en tant que membre de la communauté pour constater la situation, exprimer ma solidarité aux concitoyens de cette commune et au-delà. Parce que le département de Matam, de Bakel, mais même on est ici pratiquement en face de la Mauritanie, mais aussi à quelques kilomètres de là, on est à la frontière avec le Mali. Tous ces villages-là ont touché. Les jeunes ne connaissent pas les inondations. Nous l'avons connu. J'ai connu les inondations de 1950, plus de 70 ans de cela. J'ai connu les inondations de 1965 qui ont été tout aussi catastrophiques. Bon, il faut dire que de manière générale, les gens attendent l'inondation chaque année. Parce que c'est l'inondation qui permet, avec les crues, de fertiliser les sols et de développer les cultures de décrue, qui sont un élément essentiel de la vie de ces populations. Les crues permettent de fertiliser les sols, puisque après le retrait des eaux, les gens sèment toutes sortes de plantes, le mil, le riz, le maïs, beaucoup de légumes, mais aussi les crues permettent de créer des conditions du développement de la pêche. Ce que les gens ont reçu les vivres, d'ailleurs dans certains villages que je viens de traverser, les gens étaient en train d'opérer la distribution. Dans la région de Matam, malgré la tendance baissière du niveau du fleuve Sénégal, les populations continuent de vivre le calvaire
dans les eaux de la crue exceptionnelle. Coupés du reste du pays depuis plusieurs semaines, les sinistrés du Dandemayo peuvent seulement compter sur l'élan de solidarité qui se manifeste. Après Mori Diao, l'un des gardiens de but de l'équipe nationale, le maire de Matam a convoyé des vivres à Djamel, où il a décidé de louer 2 pirogues pour assurer le transport des élèves. Matam Ali Bandelnian. Le fleuve Sénégal maintient sa tendance baissière, certes, mais les populations du Dandemayo continuent de souffrir dans les eaux. L'image de ces élèves dans la crue en direction de Djamel a fait le tour du monde. Un fait qui démontre combien les habitants de cette zone se retrouvent aujourd'hui coupés du reste du pays. En l'absence des autorités gouvernementales, l'élan de solidarité se manifeste de plus en plus. Mamadou Diaw, le maire de Matam, qui a convoyé des vivres, a loué 2 pirogues motorisées pour assurer le transport de tous les élèves de Djamel. Ça c'est inédit, puisqu'on peut dire que cette crue, depuis 1950, on ne l'a jamais vécue. De ce fait, je lance un appel aussi. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit hier, la région de Matam, c'est une région qui n'a jamais attendu le soutien de l'État. C'est toujours les émigrés qui nous ont aidés. Point de vue lycée, collège, école maternelle et tout ça, là, les mosquées, les postes de santé, tout ça, ça a été construit par les émigrés. Leur dire que vraiment, il faut qu'ils nous appuient pour pouvoir apporter leur soutien à cette population très fatiguée. Le transport des élèves, j'ai pris l'engagement et de transporter les élèves jusqu'au lycée de Matam. Et moi, je paierai la location de ces pirogues jusqu'à la fin de cette décrue-là. Tel qu'annoncé dernièrement, Mori Diaw, l'international du football sénégalais, a livré également une enveloppe de 4 millions en soutien à tous les sinistrés de Matam. Un geste hautement salué par le porte-parole des sinistrés de Djamel. Je dirais que tout simplement le maire nous a soulagés. On était en train de voir comment ces enfants puissent aller étudier au lycée de Matam sans pour autant avoir de difficultés pour que les enfants puissent aller au lycée et étudier comme tous les élèves du Sénégal. Avec le début de la baisse du niveau d'eau du fleuve Sénégal, l'espoir commence à renaître dans le Dandemayo. Dans la ville de Matam, plus précisément, sous la coordination du préfet, les brèches ouvertes au niveau de la digue de protection ont finalement été refermées grâce à l'entreprise en charge des travaux de l'université Souleymane Niang. Matam, Ali Bandelnian, RFM. À 12h08, restons dans la région nord pour parler de toute autre chose, notamment du déficit d'enseignants dans certaines localités du pays. Confirmation dans l'île à Morphil, où tous les lycées de la zone manquent de professeurs de mathématiques et de philosophie, ce que dénoncent les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants. Aboubakri Diako, surveillant au lycée de Saldé, il est aussi parent d'élèves. Vous le voici au micro de Mamadou Diagne. Nous sommes déçus, nous sommes vraiment sans mots. C'est pathétique. Nous sommes dans une tristesse générale parce que c'est une situation qu'on ne souhaite pas voir les enfants à chaque fois partir à l'école, revenir. Des élèves qui font la série S qui n'ont pas de professeur de mathématiques. Des élèves qui font la série L2 qui n'ont pas de professeur de philosophie. Imaginez-vous ce que ça fait dans la tête de l'élève. C'est vrai, c'est difficile pour nous, parents, mais c'est plus difficile pour les élèves parce que c'est eux qui seront évalués en fin d'année. Présentement, dans pratiquement 80% des lycées dans cette zone, nous n'avons pas de professeur de maths pure, nous n'avons pas de professeur de philosophie. C'est-à-dire qu'ils envoient pour 2 lycées un professeur. Et ces professeurs sont obligés de faire des navettes. En exemple, le professeur de philosophie qui doit intervenir à Saldé, il viendra de Pété. Saldé, Pété, ça fait environ 15 km. Vous voyez le problème qu'il pose. Cette configuration, elle est à Tchobalel, à Miri, elle est à Golera, elle est à Aré, elle est partout. Très sincèrement, nous en avons vraiment marre de cette situation-là et nous refusons avec la dernière énergie toujours les parents pauvres de ces mouvements nationaux et de ces mouvements. Vraiment, ça ne nous arrange pas et ça fait reculer vraiment le niveau de nos potasses. RFM, la radio de toute l'actualité. Le ministère de l'Intérieur met en service un numéro vert dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Le 800 00 10 15 sera fonctionnel à partir du samedi 26 octobre prochain. Ce numéro vert est destiné à signaler tout groupe de personnes laissant penser à de potentiels candidats. Signaler une pirogue prenant départ avec beaucoup de personnes à bord. Informer le projet connu de voyage de jeunes par pirogue, informer de l'achat de denrées alimentaires et de carburant pouvant laisser penser à un ravitaillement pour une grande pirogue en préparation de voyage, ou encore signaler la présence inhabituelle de groupes de personnes inconnues dans votre localité.
77 milliards de francs CFA de dettes recouvrées de 1991 à nos jours par la Société nationale de recouvrement. Les techniciens de l'économie en séminaire à Mbour estiment que les résultats ne sont toujours pas atteints. Ils recommandent une réactualisation des lois et règlements pour une meilleure démarche. Maître Babacar Ndiaye. Que notre correspondante à Mbour a interrogé. Il est le DG de la société de recouvrement au micro de Ndemati Diandon. Aujourd'hui, effectivement, la SNR entame une nouvelle phase. Et il y a lieu aussi quand même de faire face aussi à de nouvelles mutations. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons réuni plusieurs experts, des experts dans le domaine des finances, des experts aussi dans le domaine fiscal, des experts aussi dans le domaine financier, qui vont réfléchir durant 3 jours, tirer des conclusions sur les nouvelles orientations effectivement que doit prendre la SNR pour faire face à ces nouvelles responsabilités. Réfléchir aussi sur de nouvelles orientations au niveau textuel, parce que aussi, comme vous le savez, c'est des textes qui ont été adoptés depuis 1991 et entre-temps, il faut reconnaître que le Sénégal a connu une évolution. Le monde aussi a connu une évolution, surtout au niveau des finances et au niveau aussi surtout bancaire. Comme vous le savez, la SNR a joué un rôle déterminant dans la restructuration bancaire au niveau national. Et ce rôle, elle continue de le jouer. Mais aussi, il faut reconnaître aussi, tout en jouant ce rôle dans le recouvrement de créances, qui entre aussi dans sa fonction de participer à la restructuration et à l'assainissement du secteur bancaire, mais aussi il faut reconnaître aussi le monde aussi a connu de nouvelles mutations. Et face à ces mutations aussi, la SN a besoin aussi de se conformer et d'adopter aussi de nouvelles orientations, des modifications au niveau textuel, au niveau de la loi de 91-21, mais aussi du décret aussi d'application, le décret de 91-210. Et je pense que à ce niveau-là, quand même, il y a beaucoup de pas qui ont été effectivement franchis et nous sommes en concertation avec la tutelle qui est le ministère des Finances et du Budget. La Société nationale de recouvrement qui vient d'avoir une nouvelle présidente du conseil d'administration en la personne de Mme Ndeye Fatou Fall, plus connue sous son pseudonyme Falafleur, titulaire d'un DEA en droit économique et des affaires. Elle remplace à ce poste Pape Diouf. Plusieurs autres PCA ont également été nommés hier en Conseil des ministres, notamment à la Société nationale Sénégal numérique, CNUM, l'agence de presse sénégalaise, à la LONASE, à la SNHLM ou encore à la Poste. La Poste où les syndicats des travailleurs ont fait face à la presse ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 300 millions de francs CFA pour former près de 2000 jeunes dans les chaînes de valeurs agricoles. L'Office national de la formation professionnelle a signé un partenariat avec le projet AgriJeunes. La cérémonie s'est déroulée à Passy, dans la région de Fatick. Aminata Goudiaby. Ces jeunes qui subissent des formations sur presque tout le territoire national ont choisi d'investir dans l'embouche, le maraîchage et la pisciculture. L'Office national de la formation professionnelle et le programme AgriJeunes ont signé un partenariat pour les accompagner à entreprendre sans difficulté dans ces chaînes de valeur. Dans les régions de Kaolack et de Fatick, plus de 230 jeunes sont enrôlés dans ce projet de formation. Mohamed Lamine Barlo, directeur général de l'ONFP. L'idée, c'est d'accompagner ces jeunes-là en leur fournissant en amont une formation pratique et de qualité afin de leur permettre de mieux s'insérer dans ces différents domaines-là. Pour la zone centre, Kaolack et Fatick, l'objectif c'est plus de 200 jeunes. La cérémonie de signature de cette convention entre l'ONFP et le programme AgriJeunes s'est déroulée à Passy et au total, ce sont plus de 1000 jeunes du Sénégal qui seront formés dans ces 3 activités. Nous venons de formaliser cette convention-là. Les formations sont en cours dans diverses régions du Sénégal. Et aujourd'hui, ici à Passy, il y a des sessions en cours. On en a profité avec différentes missions de suivi pour faire cette signature. Au plan national, globalement, l'enveloppe pour la formation, c'est plus de 300 millions. Plusieurs régions, dont Fatick, subissent de plus en plus les conséquences de l'immigration clandestine et de l'exode rural. Ces formations contribuent à lutter contre ces phénomènes. Talagay, coordonnateur national du projet AgriJeunes Tekindaouni. L'approche d'AgriJeunes, c'est en fait dans chaque région essayer d'identifier les potentialités agro-silvopastorales et halieutiques pour l'insertion des jeunes qui sont dans ces zones-là. AgriJeunes a la chance de pouvoir à la fois former et en même temps suivre les jeunes de façon à ce que les jeunes sur un parcours de 2 ans qu'il puisse asseoir son entreprise. L'ONFP va aller au-delà de ces formations. Les jeunes porteurs de projets viables seront accompagnés en termes de financement, selon le directeur général Aminato Goudiaby, Fatick RFM.
Autosuffisance en légumes au Sénégal, c'est le souhait des autorités en charge de l'agriculture. La zone des Niayes a été ciblée pour la phase d'expérimentation avec la mise en place de coopératives agricoles. Les acteurs de la zone s'en réjouissent. Cependant, ils posent sur la table le problème foncier, la zone des Niayes étant agressée de toutes parts par des sociétés minières. Cheikh Anta Diop. Un des aspects importants en termes de transformation structurelle de l'économie sénégalaise repose sur l'agriculture. C'est pourquoi les acteurs de l'agriculture ont mis l'accent sur la question des coopératives. Dr Alphaba, ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Ces acteurs qui sont là dans la zone des Niayes ont travaillé sur des années pour se structurer et s'organiser et actuellement se retrouvent aujourd'hui pour lancer une seconde phase qui leur permet d'aller plus en avant. Ça s'aligne parfaitement avec les éléments contenus dans le référentiel, s'aligne avec le plan stratégique pour l'autosuffisance alimentaire pour le Sénégal. L'autosuffisance alimentaire, la zone des Niayes est ciblée pour activer les leviers qui mènent à la création de richesses. Avec le nouveau gouvernement, se fera dans la zone des Niayes parce que nous attachons une importance capitale à la production horticole. Et nous savons ce que la zone des Niayes représente dans la production horticole au niveau du Sénégal et ce que cela représente dans le budget des ménages sénégalais. Comment booster ces coopératives agricoles? Il faut des méthodes qui permettent d'arriver à cela. Docteur Fatima Diallo, la directrice du CADEX. Et l'organisation au plan technique de ces sociétés coopératives pour pouvoir les permettre de répondre aux attentes des producteurs, mais aussi de contribuer au développement durable de ces pays. Les organisations paysannes de la zone des Niayes ont évoqué les problèmes de l'urbanisation et de l'avancée des entreprises minières dans les zones de production. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Alors, allons maintenant sur les terres neuves dans le département de Koumpentoum. C'est la période des récoltes, mais les producteurs affichent un sentiment d'inquiétude. Les récoltes d'arachides sont mauvaises. L'écoulement des produits demeure également un problème à cause de l'état des routes. Alassane Dour, le porte-parole des producteurs de Koumpentoum, au micro de Pape Ousseynou Diallo. Ici, dans les terres neuves de Koumpentoum, nous sommes en période de récolte. Avec le mil que nous avons pratiquement fini de récolter, nous attendons donc que le maïs sèche davantage et que les arachides soient bien mûrs. Heureusement pour nous, il n'a pas plu ici depuis pratiquement 10 jours et on espère que ça continue comme ça en ces périodes de récolte. Le souci majeur, c'est que les prévisions des récoltes arachidières s'annoncent très mauvaises, malgré que les arachides avaient bien démarré. Nous ne comprenons pas d'ailleurs quelle est la raison. Mais d'emblée, nous lançons un appel à l'État pour penser à amoindrir donc les conséquences qui vont s'en suivre en trouvant des voies, des moyens, les populations des terres neuves qui ne comptent que sur l'arachide pour vraiment régler leurs problèmes. Donc ici, nous avons notamment beaucoup de difficultés lors des périodes de récolte, notamment avec l'accès. Les routes sont dans un état très mauvais. Nous avons des difficultés notamment pour pouvoir transporter les récoltes vers les usines. On a un véritable problème d'accès. Demandons à l'État vraiment d'aider les terres neuves de Koumpentoum concernant l'accès pour faciliter l'acheminement des récoltes. Et également, un appel sera lancé à l'État pour essayer vraiment d'aider les cultivateurs des terres neuves, notamment sur la mécanisation de l'agriculture. Ici, nous utilisons toujours des machines traditionnelles, des houssines, des houes, et c'est très difficile de pouvoir faire certains rendements avec ces machines traditionnelles. Le reste de l'actualité nous amène au marché central aux poissons de Kaolack. Les commerçants étaient face à la presse pour dénoncer l'insalubrité. Leur lieu de travail est envahi par des eaux usées. Ils menacent de ne plus payer la taxe municipale si rien n'est fait. Atundiaï, leur président, au micro de Fatoumbo. On a organisé ce point de presse pour dénoncer les regards et l'eau qui coule dans la rue du marché central au poisson de Kaolack. Comme vous le savez, les gens sont fatigués. Cette rue-là, la plus empruntée du matin, de 4 h du matin à midi. Et depuis 3 mois, il y a les regards de l'ONAS qui coulent dans cette rue. On a fait des points de presse, on a fait des marches, on a tout fait, on a abordé toutes les autorités. Maintenant, nous prenons toutes nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le plan A. On va vers le plan B. Le plan B, c'est, je dis, et je le répète, et je le dis très haut, qu'à partir de demain, si cette situation continue comme ça, on ne paye pas de taxes municipales. Du marché central au Sénélec, puis on ne paye rien de 4 h du matin à 12 h.
Donc on doit nous respecter. L'ONAS doit respecter les gens. C'est l'ONAS qui a gâté tout le Kaolack. Ça, il faut le dire et il faut oser de le dire. Nous interpellons Monsieur le Président de la République. Et le ministre aussi, nous les interpellons. Nous demandons au ministre de parler avec ces gens, avec les gens incapables. Par rapport à l'économie, ça gâte l'économie. Ce n'est pas l'eau de la pluie, mais c'est un eau usée. J'interpelle directement le directeur de l'ONAS, le ministre, le président de la République, d'aider le marché central aux poissons de Kaolack et le syndicat. Et puis le préfet de Dakar qui a interdit le sit-in prévu ce jeudi par les 44 travailleurs en cessation d'activité du ministère de l'Énergie. Il a été interdit donc ce sit-in par le préfet. Les organisateurs prennent acte et annoncent la poursuite du combat pour pousser les autorités à les rétablir dans leurs droits. Le collectif réitère son ouverture au dialogue cependant. Omar Dramé, coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Le collectif des 44 travailleurs en cessation d'activité au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines vient de recevoir la notification préfet du département de Dakar jugeant irrecevable notre demande de sitting prévue ce matin au niveau du ministère de l'Énergie logé au building administratif. Le motif évoqué par l'autorité est que les 3 jours francs n'ont pas été respectés à partir du dépôt de la demande. Nous prenons acte de la décision préfectorale, mais le combat va se poursuivre pour que nos droits soient rétablis. C'est pourquoi, à partir de la semaine prochaine, nous allons non seulement introduire une demande de sitting à nouveau, mais aussi une autre demande de marche pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nos droits ont été bafoués et que cela doit être rétabli sans condition. Cependant, nous réitérons encore une fois de plus un appel pressant au ministre de tutelle, en l'occurrence Birame Souleye Diop, de recevoir le collectif pour discuter autour d'une table et de trouver des solutions à nos difficultés. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Boubacar Dieng. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. On commence avec le Mali. Pas de négociations en cours pour les soldats maliens et russes prisonniers du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad. Et cela fait plus d'1 an pour certains qui sont retenus prisonniers par les rebelles du CSP-DPA. Il s'agit d'une vingtaine de soldats de l'armée malienne et de 2 mercenaires russes du groupe Wagner. Ils sont capturés entre septembre 2023 et juillet 2024 et ils sont toujours détenus quelque part dans le nord du Mali par les rebelles. Les précisions de Anna Rocha. Certains sont en captivité depuis plus de 13 mois, d'autres moins de 3. 22 soldats maliens seraient actuellement prisonniers du CSP, un chiffre non confirmé par les rebelles qui préfèrent s'en tenir à une vingtaine pour des raisons stratégiques. Ces soldats ont été pris par les rebelles lors des attaques des camps militaires de Bourem le 12 septembre 2023, de Léré le 17 septembre 2023, de Djoura le 28 septembre 2023, de Bamba le 1er octobre 2023, de Taoussa le 4 octobre 2023 et au cours de la bataille de Tinzaouaten le 27 juillet 2024. Dans une vidéo diffusée le 1er août dernier par le CSP, un capitaine de l'armée malienne présente ses co-détenus. Le gradé chargé de décliner les noms et grades des prisonniers étant trahis, les autres apparaissent à l'image en civil et tous semblent en bonne santé. Dans un communiqué de la présidence malienne à l'issue d'une rencontre avec les dirigeants militaires de la transition le 23 septembre dernier, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, assure que des dispositions sont en cours pour obtenir leur libération sans plus de détails. Il n'y a eu aucun contact, assure-t-on pourtant du côté du CSP, aucune tentative, aucune proposition. Et en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés de nouveau depuis mercredi de la ville de Kalembe dans le nord Kivu. Le M23 avait pris la ville située à plus de 150 km à l'ouest de Goma avant d'être repoussé par les Wazalendo, des miliciens pro-Kinshasa. Un récit signé Jean Maron.
Les nouveaux combats ont éclaté vers 5h du matin, heure locale. C'était hier. Des tirs à l'arme lourde et des coups de feu ont provoqué une panique générale dans l'agglomération de Kalembe, à l'est de la République démocratique du Congo. Tôt ce matin, ce jeudi, les rebelles ont réussi à prendre le contrôle de la localité, un recul que ne confirme pas un porte-parole des Wazalendo milices pro-gouvernementales, même si ce dernier admet la perte d'une position au profit du M23. Selon des sources administratives et sécuritaires, les combattants alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo se sont repliés vers la ville de Malemo dans le territoire stratégique de Walikale. Des affrontements dans plusieurs localités ont suscité la peur de plus de 40 000 personnes vivant à Kalembe. Cette localité située sur un axe routier crucial qui donne accès à des gisements miniers de diamants d'or dans le Walikale au nord Kivu. Mercredi déjà, les rebelles ont également pris le contrôle du village d'Ihula dans la même zone et d'autres combats entre le M23 et Wazalendo ont eu lieu à Kahira dans la zone de Massissi. Ces combats interviennent après plusieurs semaines d'accalmie malgré le cessez-le-feu qui était en vigueur depuis août, au moment où les négociations peinent à aboutir entre le Rwanda et Kinshasa. Jo Maron, et nous y restons en République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi qui appelle à une révision constitutionnelle. Le président de la République démocratique du Congo va apporter des modifications à plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006, notamment ceux relatifs à l'organisation des scrutins, à la nomination des gouverneurs, y compris ceux qui limitent à 2 les mandats du chef de l'État. Félix Tshisekedi juge le texte obsolète et que ce texte est conçu pour faire la part belle aux belligérants du conflit congolais. L'opposition rejette la révision du texte que souhaite initier l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Elle perçoit plutôt cette démarche comme une volonté du président Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Et selon la Constitution, Souleymane, le dernier mandat du président s'achève en 2028. Au Nigeria maintenant, le président Bola Tinubu limoge 5 ministres et en nomme 7 nouveaux dans le cadre d'un important remaniement ministériel. Parmi les nouvelles nominations, le ministre chargé de l'action humanitaire et de la réduction de la pauvreté, du commerce et des investissements, du travail et du développement de l'élevage, ainsi que des ministres délégués aux affaires étrangères et à l'éducation et de même qu'au logement. Et selon le communiqué, les ministres de l'éducation, du tourisme, des affaires féminines et du développement de la jeunesse, ainsi que le ministre délégué au logement ont été limogés. Ce remaniement intervient dans un contexte d'aggravation des difficultés économiques et de frustration à l'égard de l'administration. Et ces frustrations sont engendrées plutôt par la crise du coût de la vie et a donné lieu à plusieurs manifestations de masse au cours des derniers mois. En août dernier, au moins 20 personnes ont été tuées par balles et des centaines d'autres ont été arrêtées lors d'une manifestation réclamant de meilleures opportunités et de meilleurs emplois pour les jeunes. Et pour finir avec ce conflit au Moyen-Orient entre le Hezbollah et Israël au Liban, l'Organisation internationale de la francophonie appelle à un cessez-le-feu immédiat. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, annonce un plan de soutien au peuple pilier de la francophonie au Moyen-Orient. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 93 États et gouvernements, 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs. Souleymane, ça n'est tout pour cette page internationale. Merci, Boubacar Dian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Notre rubrique au point de vue dans une dizaine de minutes. Nous serons avec Mohamedou Nabi Kane, ancien secrétaire général de l'Ordre des architectes du Sénégal et directeur du Collège universitaire et d'architecture de Dakar. Et Babacar Ndiaye, vice-président du syndicat national des travailleurs publics, membre de la CNES, pour évoquer la situation très difficile du secteur des BTP au Sénégal. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Beach soccer pour commencer, le Sénégal affronte l'Égypte en demi-finale de la CAN. Depuis 12 heures, les Lions champions d'Afrique défient les pays organisateurs donc pour cette première demi-finale. Tout à l'heure, les Lions du Sénégal étaient devant avec 2 buts d'avance. Nous avons en ligne Soda Thiam qui est actuellement à Hurghada en Égypte. Soda, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette demi-finale qui se joue actuellement?
secondes, Malal Junior gagne de la fin du deuxième tiers-temps. Et retenez que c'est le Sénégal qui est au devant avec deux buts marqués par Seydina Mandionlay Gadiaga à la 11e minute ou à la 12e minute, on va dire 11 minutes 26 du premier tiers-temps. Et Jean Ninou Diatta qui vient doubler la mise actuellement. Donc c'est l'Égypte qui vient donc d'inscrire ou de réduire le score. On est à 2-1 pour le Sénégal à 8 minutes 15 secondes de la fin du deuxième tiers-temps. Malal Junior Diagne. Merci Soda, on va suivre cette rencontre avec vous à distance. Souleymane, la deuxième demi-finale aura lieu à 13h30. L'équipe de la Mauritanie, surprise de la compétition, va jouer contre l'équipe du Maroc. Ligue Pro maintenant, l'AS Pikine pourra jouer devant son public. Ce sera donc pour dimanche prochain, la première journée à domicile pour l'AS Pikine. Cette décision a été prise par les responsables de la Ligue professionnelle suite à une demande de grâce introduite par les dirigeants de l'AS Pikine, puisque l'équipe avait été suspendue pour jouer des rencontres à huis clos, mais se basant sur l'article 174 des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football et sur l'article 33 du code de discipline. Cette sanction a été changée en sursis sur toute la saison. Les supporters et autres responsables de Pikine devront se tenir à carreau pour pouvoir jouer devant leur public. Nous avons joint ce matin Cheikh Mbacké Thiam, manager général de l'AS Pikine, pour commenter cette décision. Une décision qu'il salue et invite les supporters à venir au stade avec un esprit fair play. Le match comptant pour la deuxième du championnat de la Ligue Pro, opposant l'AS Pikine à la Ligue 1, sera disputé avec la présence du public. En effet, initialement, ça devait se jouer à huis clos, mais l'AS Pikine a sollicité quand même une demande de grâce au niveau de la Ligue Pro. La Ligue Pro a levé la suspension du stade. En effet, le match à huis clos. Donc, le public peut bel et bien assister au match. Quel est le message en tant que manager général que vous lancez à l'endroit du public pour éviter les incidents notés l'année dernière pour qu'on ait une saison réussie avec beaucoup de fair play et d'ambiance dans les gradins? Bon, déjà, c'est un sursis. Un sursis, je considère ça comme un cadeau empoisonné, non? Maintenant, tout le monde est interpellé pour un changement d'attitude et plus de responsabilité. Et nous nous engageons quand même en relation avec le comité des supporters à plus de sensibilisation avec les supporters pour que quand même le fair play et la sportivité prévalent. Alors l'AS Pikine est également connu pour souvent disputer le championnat avec beaucoup d'ardeur. Quelle est l'ambition du club pour cette année? Effectivement, l'AS Pikine est un club qui draine beaucoup de monde, qui draine aussi beaucoup de passion. Bon, maintenant, l'ambition du club aussi, c'est que ça fait 10 ans qu'on n'a rien gagné depuis le dernier doublé, depuis le doublé qu'on avait fait le Coupe Championnat. Bon, maintenant, cette saison, l'ambition est claire. On joue sur 3 tableaux. Il y a le championnat, il y a la Coupe de la Ligue, il y a la Coupe du Sénégal. Maintenant, l'ambition est quand même au moins de décrocher un trophée en fin de saison. Deuxième journée du tournoi de l'UFOA chez les U17 demain vendredi à Thiès à 16h. Le Sénégal défie l'équipe de la Gambie au niveau de la poule A, une poule dominée par le Sénégal, suivie de la Gambie. L'équipe du Libéria est 3e au classement. Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Législative du 17 novembre prochain, Déthié Fall retourne sa veste. Le leader du PRP lâche Samoussa Kadou. Déthié Fall a quitté cette coalition de l'opposition pour PASTEF. La décision intervient au lendemain de sa rencontre avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Ainsi, Walf Quotidien affirme Déthié à la soupe. Déthié Fall, mais raison du soutien à PASTEF, titre Le Témoin. Même titre quasiment à la première page de l'info. Les raisons d'un départ. Vox Populi détaille les justifications de Déthié Fall pour rallier Sonko. Le journal rapporte ses propos selon lesquels, même sans cette rencontre avec Sonko, il n'était pas exclu que cette décision soit prise. Il ajoute qu'il se sentirait mal à l'aise de devoir affronter quelqu'un aux côtés de qui il a toujours engagé la bataille. Déthié Fall souligne qu'il l'a surtout fait pour mettre à l'aise ceux-là avec qui il était dans cette coalition Samoussa Kadou. Une dizaine de membres du PRP de Déthié Fall étaient investis sur les listes de Samoussa Kadou. Leur sort est scellé si l'on en croit le journal Source A. Selon mon confrère, les 9 membres du PRP investis sur la liste de la coalition Samoussa Kadou ont pris l'engagement devant leur leader, s'ils arrivent à être élus députés, de renoncer à leur siège au profit de leurs suppléants. En tous les cas, tout a l'air d'une transhumance aux yeux de l'AS pour qui PASTEF singe maquillé. Direct News constate une vague de reniement et transhumance vers PASTEF. Et ils sont pratiquement confrontés à la VAR que Sud Quotidien
qualifie d'ennemi public numéro 1. Sud relève que de la ruse de Maître Abdoulaye Wade, qualifié de Ndiambor, par feu Léopold Sédar Senghor, à la versatilité d'Idrissa Seck, en passant par la tortuosité de feu Djibo Leyti Ka, certains hommes politiques sénégalais peinent toujours à garder leur constance et à rester à cheval sur les principes. Tels des girouettes, ils n'hésitent plus à ravaler leur vomi pour des strapontins et autres avantages liés au pouvoir. Si jadis il n'y avait que les médias qui déploraient cette transhumance sous toutes ses formes, de nos jours, leur ennemi public numéro 1 se nomme la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Barthélémy Diaz, lui, est droit dans ses bottes dans le quotidien pour qui Barth vise et fait mouche. Dans une interview accordée aux confrères, la tête de liste de Samoussa Kadou dit confirmer que Bougane est un otage politique. Selon Barthélémy Diaz, les Sénégalais se rendent de plus en plus compte qu'ils ont été manipulés. Depuis mars 2024, nous n'avons pas de réelle politique contre le chômage. Une autre voie, selon lui, est possible et c'est celle qu'ils incarnent. Bougane, dont parle Barthélémy Diaz, son emprisonnement est évoqué à la une de Tribune. Selon le journal Amnesty et le Forum du Justiciable appellent à sa libération immédiate. À la une du journal Enquête, il est question de la campagne des législatives de Karim et de Macky Sall. Une absence qui rebat les cartes selon le journal. Macky et Karim, la grande absence qui redéfinit les enjeux politiques. Ousmane Sonko prend l'avantage avec un giga meeting à Diamniadio. Des figures montantes face à l'absence des grands. Un coup d'œil dans le quotidien national Le Soleil. Il est question du relogement et de la réorganisation des activités dans les localités impactées par les crues. Le président de la République mobilise le gouvernement selon le quotidien gouvernemental. En Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a appelé à une vigilance permanente de l'État et en sens de l'anticipation sur la problématique du relogement durable des populations ainsi qu'à la réorganisation des activités agricoles, économiques, sociales et scolaires dans les zones touchées, notamment dans le Dandemayo. À lire dans l'Observateur, monnaie unique, Sénégal, l'écho de douleur. La déclaration du président Ouattara, la réponse du porte-parole du gouvernement sénégalais et les éclairages du professeur Cheikh Tidiane Diaye. À vos kiosques et bonne lecture. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. La revue de presse, vous avez dû rectifier de vous-même, présentée par Georges Détié Diop et pas Mohamed Alimouba. Toutes nos excuses à vous et à Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Bienvenue dans votre rubrique Point de vue. Nous allons évoquer la situation très compliquée du secteur des bâtiments et travaux publics au Sénégal. Et pour en débattre, nous sommes en ligne et en direct avec M. Mohamedou Nabi Kane, ancien secrétaire général Nabi Kane que nous n'avons pas pour l'instant. Nous allons... Babacar Ndiaye. M. Babacar Ndiaye, vice-président du syndicat national des travaux publics, membre de la CNES. M. Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous allons commencer avec vous. On parle d'un certain ralentissement de l'économie sénégalaise, mais l'un des secteurs les plus cités parmi les secteurs vraiment impactés, c'est les travaux publics et le bâtiment. Quelle est la situation de ce secteur tel que vous en êtes informé, vous? Bon, actuellement, c'est un secteur qui, comme on le dit, qui bat de l'aile. Qui bat de l'aile, et cette situation est une conséquence des politiques qui avaient été menées dans le cadre de l'octroi des marchés qui ont été la plupart octroyés à des entreprises étrangères à travers le partenariat public-privé, qui, dans sa barrière à l'entrée, avait exclu pratiquement toutes les entreprises sénégalaises qui n'arrivaient pas à atteindre le montant de 50 milliards qui était demandé. Donc, voilà que nous subissons la conséquence. Et toutes les entreprises moyennes actuellement ont déposé la clé sur le paillasson. Ah. Et quel est, l'impact financier? De quoi parle-t-on en termes de chiffres, en termes de finances? Non, mais en termes de chiffres, il m'est un peu difficile d'en parler. Mais quand on analyse sur le plan de l'ambiance, bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Et il y a aussi que ces entreprises étrangères qui sont là
n'utilisent que la main-d'œuvre d'exécution. Aujourd'hui, nous avons nos bureaux d'études et nos bureaux de contrôle qui ne travaillent pratiquement plus. Nous avons aussi la maîtrise d'œuvre que nous sommes qui est en train de nous échapper, parce que cette maîtrise d'œuvre-là est maintenant détenue par des étrangers. Vous les voyez à travers toutes les... Oui, sur les chantiers, on les voit, ce ne sont pas les Sénégalais qui encadrent les ouvriers qui sont sur les sites. Mais c'est ça la réalité. Et ce qui va se passer d'ici quelques temps, on n'aura plus de maîtrise dans ces ouvrages. Parce que la maîtrise, c'est de par l'expérience. Et cette expérience-là, nous sommes en train de la perdre. Alors, parlons maintenant de l'impact social en termes d'emplois perdus, en termes d'impact sur la vie des Sénégalais. Non, mais c'est la cour de source. Parce que, comme on a l'habitude de dire, quand le bâtiment va, tout va bien. Maintenant que le bâtiment n'aille pas comme il se faut et qu'il n'y a que la portion congrue qui est reçue par les Sénégalais, ça veut dire que c'est la main-d'œuvre d'exécution qui est payée. Mais les entreprises, au niveau de la structure, de l'organisation, la perte d'emploi, les gains, la circulation bancaire de l'argent, etc. Mais ça, c'est en train d'être perdu. N'est-ce pas? Alors, nous avons été rejoints par M. Mohamedou Nabi Kane, ancien secrétaire général de l'Ordre des architectes du Sénégal et actuel directeur du Collège universitaire et d'architecture de Dakar. M. Kane, bonjour. Oui, bonjour. Alors, M. Ndiaye vient de nous dresser un peu le tableau assez sombre quand même du secteur des BTP actuellement, notamment les petites et moyennes entreprises et au niveau aussi de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, bureau études, bureau de contrôle, etc. À quoi attribuez-vous cette situation? Il a attribué, lui, au fait que les contrats ont été cédés à des grandes entreprises étrangères. Mais est-ce que nos entreprises sont à niveau pour vraiment concourir avec ces grandes entreprises sur le marché sénégalais dans le domaine des BTP? Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité à ce débat-là. Je salue aussi mon interlocuteur. Bon, en fait, moi j'aimerais bien peut-être poser la question autrement. C'est est-ce que le Sénégal regorge de compétences, enfin de fils assez compétents, permettant de construire ce pays-là? Et moi, je dis oui. Je dis que oui, le Sénégal regorge de compétences permettant de construire ce pays-là, parce que partout en Afrique, et au-delà même de l'Afrique, nous avons des Sénégalais qui travaillent et qui exécutent des choses dans les règles de l'art. Moi, je pense plutôt c'est une organisation, ou en tout cas une réorganisation, parce que comme je le dis toujours, le Sénégal a tous les textes qu'il faut. Tous les textes qu'il faut, à tous les règlements qu'il faut, permettant à tous les secteurs de se développer correctement. Si le bâtiment nourrit plus son nom, ça veut dire nourrit plus les compétences que le pays a formées, c'est dû au fait tout simplement que les procédures qui doivent être respectées pour que ce secteur nourrisse son nom, ces procédures-là ne sont plus respectées. Ce qui se passe, effectivement, c'est que quand on fait un ouvrage, il y a tout un processus qui doit être respecté, depuis le concours d'architecture jusqu'aux appels d'offres pour les entreprises, jusqu'aux études techniques, architecturales plutôt et techniques, au choix des entreprises, au choix des bureaux de contrôle, etc. etc. Et tout ce beau monde-là est assez organisé aujourd'hui au Sénégal pour exécuter tous les ouvrages qu'il y a. Ce qui s'est passé plutôt, c'est qu'on laisse les fils du pays pour tout simplement, je dirais, aider ou en tout cas gonfler les avantages d'autres personnes, ou notamment des entreprises étrangères. Alors, je pense que c'est ce qui s'est passé pendant un certain temps et je pense que c'est dommage pour l'économie du pays, pour l'emploi et surtout pour le fait que quand une entreprise étrangère travaille dans ce pays-là, pratiquement plus de 50% de ses employés sont des expatriés qui paient selon les normes de son pays et donc pratiquement 80% du budget des constructions ne reste pas dans ce pays-là au Sénégal. Alors que les entreprises locales
si on les aide comme on a soutenu ces entreprises étrangères, bien sûr, le travail peut se faire correctement. Alors, M. Kane, les autorités de l'ancien régime ont argué notamment que les entreprises sénégalaises ne respectaient pas les délais, ne respectaient pas souvent le budget et la qualité requise pour ces infrastructures, ces ouvrages, pour justifier justement la passation de marché à des entreprises étrangères plus diligentes, notamment chinoises et turques. On l'a vu avec les grandes infrastructures routières ou même des grands bâtiments ici au Sénégal. Oui, en fait, quand on regarde même ces entreprises dont vous parlez, quand ils viennent au Sénégal, quand ils viennent travailler, c'est l'expertise sénégalaise qu'ils utilisent. Allez sur tous les chantiers que vous voyez, pratiquement les ingénieurs, les maçons sont des Sénégalais. Quand vous allez dans les pays limitrophes, jusqu'en Côte d'Ivoire, les ouvriers, pratiquement, c'est des Sénégalais. Quand vous allez là-bas, les entreprises sénégalaises travaillent jusqu'en Côte d'Ivoire et exécutent des ouvrages et dans les règles de l'art. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est tout simplement que quand une entreprise sénégalaise se missionne pour un marché bien déterminé, le coût pour lequel ce Sénégalais-là gagne le marché est parfois 3 fois à 4 fois moins cher. En tout cas, le coût est moins élevé que celui de l'entreprise étrangère. Les entreprises étrangères, aujourd'hui, quand on parle de prix exorbitants pour des ouvrages, quand on regarde parfois le coût de certains ouvrages au Sénégal, on se pose des questions. Comment est-ce que le coût est arrivé à un tel montant? Pourquoi le coût est arrivé à un tel montant? C'est tout simplement que l'entreprise étrangère va soumissionner avec des montants extrêmement élevés et pourtant, il gagne le marché, on lui donne le marché. Alors, si vous voyez pourquoi les entreprises parfois ont des difficultés, c'est parce que les marchés qu'on leur donne, c'est des marchés qui sont vraiment très limites sur le plan, je pense, budgétaire. Et quand c'est un étranger qui le fait, pratiquement, je donne un seul exemple. Le béton armé aujourd'hui qu'une entreprise sénégalaise peut vendre aujourd'hui à 200-250 000 francs le mètre cube, aujourd'hui, les entreprises étrangères le vendent jusqu'à 400 à 500 000 francs le mètre cube. Et pourtant, c'est à eux qu'on donne le marché. Imaginez aujourd'hui qu'on donne le même marché de 500 000 francs le mètre cube de béton comme on le donne à l'étranger. Vous vous imaginez que le Sénégalais sera assez à l'aise pour pouvoir réaliser, exécuter les ouvrages dans les règles. Moi, je crois à l'intelligence. Moi, je crois à l'intelligence de ce peuple-là, qui a été formé dans les meilleures écoles du monde. Et je pense que le Sénégal regorge de compétences pour pouvoir construire ce pays-là. Et je suis convaincu de cela. On parlera tout à l'heure de ce qu'il faudrait faire concrètement pour améliorer la situation, corriger les failles, etc. Mais avant cela, Babacar Ndiaye, est-ce que les entreprises sénégalaises, notamment les petites et moyennes, coopèrent suffisamment justement pour contourner cette difficulté majeure qu'est la capacité financière? Étant entendu qu'on est d'accord là-dessus, la question de la capacité technique ne se pose pas. Oui, je vais réagir dans la même veine que mon combattant que je salue au passage. Effectivement, tout ce qu'il a dit, effectivement, c'est ce que je devais dire par rapport à vos questions. Mais pour ce qui est des entreprises sénégalaises, sur le plan technique, ça, on n'en doute pas. Mais les barrières à l'entrée, malheureusement, sont élaborées par notre administration. Par exemple, on vous demande des cautions qui sont hors de portée. On vous demande des chiffres d'affaires sur 5 ans de plusieurs milliards qu'aucune entreprise sénégalaise ne peut réaliser. Mais il y a aussi sur le plan physique des travaux. Je vous donnerai seulement le cas du BRT. Le cas du BRT, il y a de la maçonnerie, il y a des postes de pavage, il y a du goudron, il y a. Alors, mais tout ça, on le prend dans un même lot, on le donne à une entreprise étrangère. Or, si on avait qu'il est alloti, faire en sorte qu'il y ait plusieurs lots, les petites entreprises sénégalaises allaient pouvoir y travailler. Comme c'était le cas dans le TR, il y avait plusieurs lots. Malgré tout, les lots étaient emportés généralement par des entreprises étrangères. Mais tenez-vous bien, même pour le transport, hier,
quand il y avait des chantiers, on voyait des camions Goriombo ou je ne sais pas là, qui amenaient le sable, qui amenaient le béton, etc. Mais aujourd'hui, ceux qui ont travaillé aussi bien sur le BRT, sur Ila Touba et tout ça, mais c'est des camions, c'est leur propre camion et des fois même leur immatriculé, avec... matriculé en transit. En transit, et même quand le chantier se termine, ils continuent à travailler et à soumissionner avec ces mêmes camions en transit. Mais est-ce que les entreprises sénégalaises ont suffisamment travaillé ensemble pour une caution solidaire, pour augmenter leur capacité financière? Non, mais je vous ai parlé de la barrière à l'entrée, des barrières à l'entrée. Mais quand vous êtes deux, ils demandent que, par exemple, si c'est par exemple, on demande un chiffre d'affaires de 10 milliards, vous êtes en groupement, vous êtes deux, on demande à l'un 60 milliards, l'autre 40 milliards, mais ça, c'est pas possible, les Sénégalais ne peuvent pas. Nous, actuellement, ce qui peut se faire, c'est créer des lots assez raisonnables, disons. Raisonnables. Mais c'est ça qui ne se fait pas. C'est ça qu'il y a trop de barrières à l'entrée. Et ça, malheureusement, je vous dis, ce sont notre administration qui met ces barrières. Mais il y a aussi un autre problème. C'est le fameux code des marchés. Le code des marchés, pratiquement, fait un nivellement par le bas. Parce que une fois que vous êtes sélectionné techniquement, mais on dit que c'est le moins 10 ans qui passe. Mais comme les entreprises ne travaillent pas, mais c'est la guerre, chacun essaie d'aller au mieux vers le fond pour pouvoir gagner le marché. N'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas à vous, Babacar Ndiaye, vice-président du syndicat national des travaux publics, membre de la CNES. Mohamedou Nabi Kane, comme je le disais tout à l'heure, quelles sont les pistes de solutions pour lever les contraintes, notamment cette contrainte des barrières à l'entrée, les seuils très élevés pour pouvoir accéder au marché en termes de chiffre d'affaires, mais également en termes de références et de réalisations antérieures. Mohamedou Nabi Kane, que nous avons perdu, je pense, en tout état de cause, le temps qui nous était imparti a expiré. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir pris part à ce débat. Et bien sûr, nous vous retrouverons dans la version Wolof dans un peu moins d'une heure maintenant. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Elhadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Boubacar Dien, à la mise en onde Alioune Ba, Maïssa Mbaye au digital, à la production Amadi Ndiaye et Abdou Thiam. C'est bien ça. À 13h, le grand journal en Wolof vous sera présenté par Barthélémy Ngom.